Bonjour à tous, bonjour Benoît Jacot, merci Bonjour. de revenir à Vence puisque nous avions déjà eu le plaisir de vous accueillir en 2004 pour un film précédent qui s'appelle À tout de suite. Et là vous revenez avec votre dernière réalisation. Alors je sais que le film a une... Qui s'appelle À jamais, donc c'est à tout de suite, à jamais la consécration. Voilà, et après on se dira à bientôt. Quand on va se quitter, on se dira à bientôt. Comme ça. Oui, donc le film a une genèse un peu particulière. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Ah oui, ça tombe bien, on est dans une librairie, il y a beaucoup de livres autour de nous et le film vient d'un livre qu'un producteur bien connu m'a donné parce qu'il en avait les droits en me proposant d'en faire un film. Une proposition qui m'a laissé d'abord perplexe quand j'ai lu le livre que je n'avais jamais lu. Et puis qui s'est mise cette proposition à prendre une sorte de silhouette, la silhouette d'un film à venir, quand j'ai rencontré la jeune actrice qui interprète le rôle principal féminin du film, à qui j'ai demandé du coup, quand je l'ai rencontré, d'essayer d'écrire le scénario, ce qui était une proposition assez, tout à fait inédite d'ailleurs. Enfin, je ne connais pas d'exemple qu'un metteur en scène demande à une actrice, surtout à une actrice débutante, de se livrer à cette expérience qui est celle d'écrire un scénario. Et elle a accepté cette proposition avec enthousiasme et conviction, et donc elle a écrit avec succès ce scénario dont on a fait ce film. Voilà. Donc l'interprète principal du film est aussi la scénariste de ce film, ce qui est un cas au moins original. Voilà, donc on avait au départ une histoire qui est adaptée de Dom DeLillo de Woody Artist. Ensuite vous aviez l'actrice principale. Il restait à construire aussi autour un casting. Et donc du coup ça a été l'occasion pour vous de retravailler avec Mathieu Amalric. À peu près 16 ans après la fosse suivante. Oui, Mathieu Amalric, avant tout, c'est un ami, un compagnon depuis longtemps maintenant. Et je l'ai connu avant même qu'il soit acteur ou metteur en scène lui-même. Et donc, quand on a décidé du moment, de l'occasion pour faire ce film, pour le réaliser, j'ai immédiatement, le producteur et moi avons immédiatement pensé à lui pour interpréter le rôle masculin. Pourquoi ? Parce que le connaissant, je savais qu'il serait disponible, en termes psychologiques, je ne parle pas en termes de temps parce qu'il est extrêmement occupé, il fait des films, il joue dans d'autres, mais je savais qu'il trouverait le moyen de se libérer pour se lancer dans la fabrication de ce film, qui est la mise en œuvre de ce film, qui était par définition, par nature, assez aventureuse, qui serait lui à même, sans doute disponible pour se livrer à cet exercice-là. Et au casting, on retrouve aussi avec plaisir d'ailleurs Jeanne Balibar, donc qui revient à la fois dans votre cinéma et qui retourne du coup avec Mathieu Amalric, après avoir tourné avec lui déjà chez Desplechin et chez Assayas. Oui, et dans ses propres films, dans les films de Mathieu Amalric, il se trouve qu'elle est la mère de ses enfants et que donc il a avec elle un lien particulier, et que quand je lui ai demandé à qui il pensait immédiatement pour faire ce rôle, immédiatement il m'a indiqué Jeanne Balibar pour le faire, ce qu'elle s'est empressée de venir faire au Portugal où on tournait. Voilà, alors maintenant qu'on a abordé à la fois l'histoire et le casting, on va revenir un petit peu sur la forme du film. Moi j'ai découvert le film hier lors de l'avant-première au Rialto. Je pense que les gens qui vont découvrir le film vont faire tous le même commentaire. Vous le disiez vous-même hier soir, c'est un film singulier qui est un petit peu en rupture avec vos 3 derniers films par exemple. Je rappelle notamment Le journal d'une femme de chambre, Les adieux à la reine,
ou Trois Cœurs. C'est vrai que mes 3 derniers films, ceux que vous avez cités, sont des productions assez lourdes et avec des vedettes et qui ont, qui sont destinés par définition, sauf accident industriel, à un public large. Celui-ci est un film plus expérimental, plus risqué, économiquement moins lourd et d'une certaine façon donc plus libre, si je puis dire. Voilà. Obéissant à des partis pris plus radicaux, ce qui d'une certaine façon aussi me rajeunit, si je puis dire. Oui, alors c'est bien d'utiliser le terme de rajeunir parce que certains observateurs ne manqueront pas de rapprocher ces films de vos premiers films, L'assassin musicien, Les enfants du placard, etc. Mais en même temps... Encore faut-il ne pas être né de la dernière couvée. Exactement. Mais aussi, moi j'ai le sentiment, après avoir vu le film, que ce film n'aurait pas pu exister à cette époque-là, parce que vous y avez rajouté toute l'expérience qui est la vôtre, en travaillant d'une manière particulière la mise en scène. Voilà, alors c'est intéressant évidemment en tout cas pour un cinéaste comme moi, après 24 ou 25 films, de revenir à une radicalité qui appartient au début en général, au commencement d'une vie de cinéaste, mais avec l'expérience et bon, je dirais pas le savoir-faire parce que ça serait un peu auto-péjoratif, mais le savoir filmer qui est forcément le mien. Je sais qu'il y a des choses que je sais filmer et d'autres que je ne sais pas filmer. Donc avec ce savoir-là, je peux beaucoup plus librement me lancer dans une sorte d'aventure cinématographique maintenant. Mais c'est un geste assez risqué aujourd'hui parce que des entreprises comme celle-là, elles sont vouées à une sorte de, je ne sais pas, de risque en tout cas, beaucoup plus sans doute que dans le temps dont vous parlez, c'est-à-dire celui de mes premiers films. Et on peut continuer sur la forme du film. Donc, c'est un genre, j'allais dire, c'est un film de genre. D'une certaine manière, c'est un film de genre parce que vous abordez un thème fantastique, mais vous avez choisi de le traiter d'une manière qui est immédiatement perceptible par tout le monde, pas d'effets spéciaux. Perceptible et voilà. Sensible. Ce que j'espère en fait, justement, à partir de données qui sont celles d'un film fantastique, entre guillemets, de faire admettre que ce qui arrive à cette jeune femme, à savoir qu'elle est littéralement visitée par le revenant de celui qu'elle vient de perdre, est possible. N'appartient pas à un domaine fantasmagorique et quelque chose qui peut arriver à tout à chacune, tout à chacun. Là, on va revenir sur le travail de Julia Roy, donc, qui a considérablement participé en amont à l'écriture du film, mais qui du coup se retrouve ensuite, d'une certaine manière, en première ligne comme actrice. Et c'est une actrice débutante. Je rappelle qu'on l'a juste aperçue dans un film de Sophie Filière, qui est une amie de la famille Culture et Cinéma, qui s'appelait Arrête ou je continue, que l'association avait présenté déjà. Mais c'est une actrice débutante et qui du coup là se retrouvait à la fois en position de scénariste et d'actrice principale. Et comment elle a abordé ça? Elle l'a abordé, je ne peux pas parler à sa place, mais elle l'a abordé sans doute avec un certain trac, une crainte. Mais d'une certaine façon, le fait ça c'est déjà un geste de direction d'acteur, d'actrice en l'occurrence, de lui demander d'être partie prenante du projet du film dès le moment du scénario, et même plus qu'un investissement anecdotique, qu'elle soit la signataire du scénario. Du coup, elle joue ce qu'elle joue avec cette signature qui est la sienne. Elle joue quelque chose qu'elle a écrit
non pas pour elle, parce qu'elle n'a pas écrit pour elle, elle a écrit le film, mais elle a écrit le film en sachant que si tout ça fonctionnait, je lui proposerais de jouer le rôle principal. Donc ça suppose un investissement qui est à la fois un risque, parce que si ça ne tient pas debout, rien n'ira, et pour elle ça serait sans doute très grave, puisque c'est une jeune actrice qui commence, mais si ça marche, si ça tient debout, alors c'est au contraire je dirais pas un confort, mais un appui, un sol où évoluer très solide. Et du coup, on va en revenir à l'équipe technique du film, puisque, comme souvent chez vous, c'est une histoire de famille et de complicité. On retrouve au casting donc Julien Hirsch, votre chef opérateur, Antoine Santana, qui est votre assistant de toujours, si je peux dire, qu'on a déjà accueilli avance pour l'un de ses films. Et comment ça se passe justement avec cette équipe? Et on peut aussi parler de Bruno Coulet, qui a été aussi notre invité il y a quelques années, qui a aussi une importance sur le film. C'est-à-dire que comme j'ai la chance de faire beaucoup de films, beaucoup plus que ce que font régulièrement mes confrères, bon, je veux dire, les cinéastes, quand ça va bien, en général, dans le cinéma français, font un film tous les 2-3 ans. Moi, j'en fais au moins un tous les ans. Ce qui est, bon, à la fois ça désigne quelque chose chez moi qui a un appétit de filmer assez insatiable, mais en même temps, c'est du bol, hein, c'est une chance, je le sais. Ne tournant jamais sans savoir que je vais en tourner un autre juste après, ce sont les mêmes la plupart du temps. C'est une sorte de bande. Moi, plutôt qu'une famille, j'appelle ça une bande. J'ai toujours l'impression qu'on va faire un film comme on préparerait un braquage. Je m'excuse. Et donc, ouais, c'est moi le chef de bande, évidemment, ça il faut bien dire. Donc, mes comparses sont un peu les mêmes, oui, de film en film. Et là, en l'occurrence, il y avait l'imposition par la production de tourner au Portugal avec une équipe majoritairement portugaise, ce qui tombait très bien parce que ce sont des gens, là-bas il y a une cinématographie très performante et compétente, mais j'ai emmené mes collaborateurs principaux, et donc mon directeur de la photo et mon assistant et mon ingénieur du son. Et sinon, bah oui, la musique, le montage, c'est toujours la même. Bon, c'est toujours la même monteuse qui monte mes films. Et la musique, depuis 10 ou 12 films, je crois, c'est Bruno Coulet qui les fait. Voilà. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le travail avec Bruno Coulet, qui est particulier, qui est intéressant. Et Bruno Coulet, je l'ai rencontré il y a donc, oui, 10-12 ans. Jusque-là, j'essayais d'éviter le plus possible la musique de film composée, la musique originale de film. Je me servais de musique existante, en général du patrimoine. Et quand j'ai rencontré, j'ai décidé de me mettre à la musique de film proprement dite. Et en ne sachant pas si ça marcherait, et le fait est que je me suis extrêmement bien entendu avec lui, au point que je ne fais plus un film sans lui, et qu'on a un mode très particulier de faire les choses, particulier pour lui aussi, parce qu'aucun autre cinéaste avec qui il travaille ne fait comme ça. On évoque, on conçoit, et même on compose à deux quasiment la musique du film. Moi, je suis pas musicien, je suis mélomane, mais je suis pas musicien, je sais pas écrire de la musique, mais non, lui d'ailleurs ne sait pas filmer. Donc entre nous deux, on fabrique quelque chose qui est une musique qui a dans les films un rôle réellement organique, qui fait partie nécessaire, organique du film, autant que les décors, la lumière, les cadres ou les interprètes. Donc en général, il compose à mesure qu'on en parle, qu'on évoque le film, ce que le film pourrait être bien avant le tournage.
Il fait des maquettes avec ce qu'on peut faire maintenant, avec ce dont on a parlé. Et une fois qu'on est tous les deux d'accord sur ce qu'il m'a fait entendre, il fait exécuter la musique par un orchestre pendant le tournage en général, de sorte que dès le début du montage, pour les premiers jours de montage, j'ai la musique avec moi et je monte avec la musique. Donc du coup la musique n'est pas cette espèce de sauce plus ou moins décorative et anecdotique qu'elle est souvent. La musique est très souvent plutôt l'instrument des producteurs ou des distributeurs que des metteurs en scène. C'est-à-dire elle sert à faire passer des angles ou des raccords un peu brutaux et à adoucir les choses pour rendre les films plus comestibles, plus communs. Là, c'est vraiment pas le cas. Voilà, on a quasiment fait le tour du dernier film. Maintenant, comme d'habitude, à ce moment de l'interview, je vais poser la question qui revient la plus souvent. Le prochain film sera encore différent. Et est-ce que vous avez déjà une idée de quoi et avec qui? Ah bah oui, je sais parce que je suis en train de le préparer. Enfin, j'ai pas l'air ici, mais je le fais. Mais je tourne à la fin janvier un film avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel. Voilà. Qui s'appelle Eva, qui vient d'un livre qui est un des premiers titres de la fameuse série noire de James Hadley Chase. Eva, donc, et qui a déjà été il y a 50 ans, qui a déjà donné un film il y a 50 ans avec Jeanne Moreau, un film de Joseph Losey, voilà. Et ce sera donc votre 6e film avec Isabelle Huppert. Oui. Vous me disiez hier soir que vous égalez le record de... C'est elle qui m'a dit ça l'autre jour, que là, j'étais à égalité avec Chabrol, mais elle m'a dit aussi que puisque Chabrol n'était plus de ce monde, il faudrait qu'on en refasse encore un autre, et du coup je l'aurais battu. Bon, je ne sais pas si c'est le record qui m'intéresse le plus au monde, mais le fait est. Voilà, en tout cas, merci. Enfin, si Isabelle tient le coup, ce qui a l'air d'être le cas, j'en ferai sûrement un ou deux autres encore avec elle. Enfin, il faudra aussi que moi je tienne le coup. Ce sera pour notre plus grand plaisir. Merci Benoît Jacot. Merci. Et après, à tout de suite et à jamais. À bientôt. D'accord. Ah, d'accord, je l'ai pas vu, alors autant que j'en prenne un peu. Oui. Et ils sont fans tous les deux, ce sont des grands cinéphiles. Vous avez dû croiser dans Paris. Et puis là, il y a des...